Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles pour ce salon de l'agriculture sur TV Agri notamment et sur tous nos médias partenaires. Alors, la grande distribution est-elle au bord de l'implosion? J'ai l'impression qu'on va me dire non. Michel Blaireau, vous êtes gérant des achats de Lidl, je vous donne la parole juste après. Mais juste avant, Olivier Dauvert, alors, vous êtes expert grande consommation depuis plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, la grande distribution est au bord de l'implosion? Elle l'est beaucoup moins qu'on ne le dit, ne serait-ce que parce qu'il y a quelques chiffres qui frappent. Plus de 90% des Français vont encore au moins une fois par semaine faire le gros de leur plein alimentaire en hyper ou en supermarché par exemple. Donc je connais des situations qui sont plus dramatiques que celle-là. Cela dit, elle n'a jamais été autant challengée qu'aujourd'hui, ça c'est un fait, pour en gros deux raisons. D'abord parce que la consommation ne progresse plus autant qu'avant. Et quand vous êtes un commerçant, si vous avez moins de vent dans le dos, c'est-à-dire moins de consommation pour vous pousser, vous avancez moins vite. C'est une première menace. Et la deuxième menace, c'est que pour une partie de leur activité, essentiellement le non alimentaire, les distributeurs classiques sont challengés aujourd'hui par de nouveaux acteurs Internet et qui viennent leur manger dans la gamelle. Et de ce fait, les Carrefour, les Auchan, les Leclerc ou les Intermarchés, sur tout ce qui est le bazar, le non alimentaire, ils sont challengés et donc ça modifie leur équilibre global. Donc en ce sens, ils n'ont jamais été autant challengés qu'aujourd'hui, tout en restant des dinosaures, des acteurs massifs du commerce, notamment alimentaire. Des dinosaures, c'est peut-être le cas de Carrefour, puisqu'on en a parlé au mois de janvier. Ils licencient, ça veut dire que leur position est plus que fragile. Ça veut dire qu'ils se coûtaient trop cher, ils avaient des coûts de structure trop élevés et que sur ce marché, si vous êtes trop cher en termes de coûts, vous vendez trop cher en termes de prix. Et donc le consommateur ne vous suit pas. Ça fait des années et des années que Carrefour perd des parts de marché. Il fallait réagir, soit en sacrifiant la totalité de ses marges, soit en réduisant ses coûts. Donc les marges, il n'en restait déjà plus beaucoup, les résultats baissaient année après année. Il fallait s'attaquer aux coûts, même si c'est douloureux. Alexandre Bompard, le nouveau patron de Carrefour, ne fait finalement que le travail qui n'a pas été fait depuis 10 ans, rattrapage. Amazon dit qu'il veut être le leader sur l'alimentaire, peut-être sur le bio. Vous y croyez pas ça, vraiment? On n'y rêve pas du tout, parce que l'alimentaire a un énorme défaut sur tous les marchés Internet, c'est son rapport poids, prix, volume. Autant quand je commande un téléphone portable sur Internet, ça vaut 800 € et ça pèse 100 grammes, on peut me le livrer avec un surcoût de logistique qui est finalement marginal. Autant quand je commande un pack de cristalline qui pèse 9 kilos, qui vaut 1 €, bon courage à celui qui va trouver un modèle économique pour le livrer à domicile. Ça ne marchera jamais au-delà d'une niche de consommateurs prêts à payer pour le service, parce qu'il y en a, mais ils sont minoritaires. Et je rajouterais, il a raison Olivier, et je rajouterais juste une chose, le consommateur français, il veut toujours encore tâter le camembert. Et celui-ci, il n'ira pas l'acheter sur Internet. Donc on a encore, on a le temps de voir venir. Oui et non, parce qu'il y avait 100 drives en 2010. Je crois qu'il y en a 4000 aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il est capable quand même de charger dans le coffre sa voiture. Oui, mais le drive, c'est une forme pas aboutie du e-commerce, puisque c'est moi qui assure la livraison à domicile en fait et bénévolement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche. Et puis, quelles sont les catégories qu'on achète en drive? Pas toutes, certaines catégories. Sauf que ça fait un énorme marché. 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas négligeable. Mais si vous regardez bien ce marché-là, c'est les acteurs classiques qui l'ont pris. C'est pas Amazon. Vous en faites pas du drive, vous? Bah écoutez, nous on en a 1500 des drives. Ah ben vous en faites alors. En fait, on n'a pas de drive. Ah, vous n'avez pas de drive? Non, on n'a pas de drive. Et juste pour répondre à votre question de départ, est-ce que Lidl est-ce qu'on est au bord de l'implosion? Bien évidemment que non. Je pense qu'on a un modèle très différent des autres. L'hyper est malmené aujourd'hui. Même si on reparle de Carrefour, les supermarchés ou les petits modèles de Carrefour vont plutôt bien. Lidl, on n'est pas du tout au bord de l'implosion. Bien au contraire, on a de fortes progressions et ça fonctionne très très bien parce qu'on est sur un... Je pense que le consommateur aujourd'hui ne veut plus passer 3 heures dans un hyper, à pousser son caddie et à remplir son caddie. Il veut que ça aille vite. Nous, on a une gamme de 1700 références et on se considère comme étant le supermarché de proximité avec un assortiment sélectionné. Donc, partant de là, quand je dis proximité, chacun des Français a un magasin Lidl à moins de 10 km en moyenne de chez lui. Donc, c'est pour ça que je me considère déjà quelque part, ça va faire sourire Olivier, mais comme un drive. Chez nous, on peut venir mettre sa voiture au bord du magasin, hop, charger. Mais il faut encore que je prépare ma propre commande en poussant un chariot chez vous. Et il faut que je trouve de la place dans le parking, parce que vous avez des petits parkings. Ouais, on les agrandit de plus en plus sur tous les nouveaux magasins. Michel Blaireau, c'est quoi la clé de votre succès, à part tout ce que vous venez de dire? Le vrai business, il vient d'où chez vous? Bah écoutez, je pense qu'une des forces, c'est notre simplicité. C'est quelque chose qu'on cultive en interne
Olivier le disait, il y a certaines enseignes qui deviennent trop complexes. Il y a des strates, en termes de circuit de décision, c'est juste infernal. Entre moi et mon acheteur fruits et légumes, il n'y a personne. Il y a nous deux et on décide de tout pour les 1500 magasins. Donc ça, c'est une de nos forces. Notre force, c'est les 1700 références. Donc un besoin, un produit. Donc on achète de très gros volumes. Notre force, c'est la logistique. Voilà, on a plein d'optimisations pour que ça fonctionne. Et ensuite, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est le salon de l'agriculture, c'est le rapprochement du monde agricole, parce que je veux devenir un référent et je veux avancer dans le Made in France, mais si demain on n'a plus d'éleveurs français, plus d'agriculture française, eh ben je ne pourrai plus me targuer de faire du Made in France. Michel Blaireau, vous ne m'avez pas tout dit. C'est quoi la recette du succès, Olivier Dauvert? Lidl, ça illustre en quelques années un phénomène qui en général prend beaucoup plus de temps, qui est le suivant. Toutes les formes de vente, quand elles arrivent sur un nouveau marché, elles arrivent par le prix. Donc elles sont très excluantes parce qu'au nom du prix, elles ne mettent pas de service, très peu de produits, très peu de mise en scène. Et puis, quand elles ont pris les consommateurs qui acceptent tous les sacrifices pour le prix et qu'elles cherchent encore de la croissance, elles s'embourgeoisent. Ça veut dire qu'elles élèvent leur niveau de jeu en mettant un peu plus de produits, plus de scénarisation, plus de services, plus de qualité aussi, bien évidemment. Et donc, elle fait venir à elle des clients qui ne venaient pas. Et donc, Lidl est aujourd'hui en plein dans ce mouvement-là. Il est parti très bas en termes de propositions commerciales. D'ailleurs, on a longtemps appelé ça le hard discount. Ça fait quand même rêver personne. Et aujourd'hui, même en sémantique, il refuse désormais ce terme parce qu'il considère qu'ils sont en train de devenir des supermarchés, peut-être pas tout à fait comme les autres, mais dans la même direction que les autres. Et donc, mécaniquement, vous faites venir des gens qui ne venaient pas parce qu'ils considéraient que ce n'était pas pour eux. Et donc, ce phénomène, on l'a toujours vu, sauf qu'avec Lidl, il se fait de manière très courte dans le temps. Songez que Monoprix, dans les années 1930, c'était le hard discount de l'époque. Vous avez vu ce que Monoprix est devenu? Ben voilà, c'est ça l'embourgeoisement de la distribution. On est par le prix et on s'en éloigne petit à petit. Sauf Lidl par le haut. Ouais, Lidl par le haut, mais il y a quand même une différence énorme entre Lidl et d'autres distributeurs, c'est les marques, les fameuses marques nationales. D'accord? Chez Lidl, c'est 10% de marques nationales, 90% de marques de distributeurs, donc des marques qui nous appartiennent. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas de Lactel, je n'ai pas de Candia, je n'ai pas toutes ces marques-là. Pas de Nutella? J'en ai 10%. On ne peut pas vivre sans Nutella, voyons. Mais j'en ai 10%. Donc malheureusement, les consommateurs français sont encore très attachés au Nutella, mais j'en vends aussi beaucoup du Choconoussa. Ça, c'est ma marque de distributeur. Ce que je veux juste te dire par là, c'est que moi, les promos délirantes que certains font, je ne peux pas les faire parce que je n'ai pas ces marques-là sur les produits d'élevage. Et c'est des images très désastreuses qu'on renvoie au monde de l'élevage. Donc je pense que ça, il faut l'arrêter et je compte sur le projet de loi et sur la loi qui devrait arriver suite aux EGR. Je dois l'avouer, chez Lidl, vous avez une super gamme d'outillage. Simplement, il faut aller juste la semaine qu'il faut pour pouvoir les trouver et vous ne les proposez pas sur Internet. Alors qu'en Belgique et dans de nombreux pays, vous les vendez déjà sur Internet. Alors effectivement, les produits d'outillage, mais pas que, il y a aussi des produits de salle de bain, de cuisine, tout ce que vous voulez. On les propose tous les lundis et tous les jeudis. Ce sont nos rendez-vous historiques. Ça fait 28 ans. Les produits d'appel. Ouais, c'est clairement des produits d'appel. Et c'est ce que le consommateur recherche. Et vous parliez avant de l'e-commerce. On y arrivera très probablement. Par contre, aujourd'hui, quand vous regardez devant tous les supermarchés, vous avez encore le consommateur avec son prospectus qui a coché « je veux la tondeuse, je veux la bineuse, etc. » Donc le prospectus est encore un moyen et le magasin est encore un moyen très important pour le consommateur en France. Et oui, ce sont nos produits d'appel. Le mercredi, on a aussi des actions éphémères en alimentaire. Hein. On a le lundi et le jeudi en non alimentaire et le mercredi en alimentaire. Et ça, le Français, il raffole, il aime l'opportunité. Et c'est vrai que c'est des quantités limitées, mais finalement, le consommateur, il aime ça, quoi. Olivier Dauvert, je reviens à Amazon. Pourquoi Amazon n'a pas fait qu'une bouchée de Carrefour? Ils ont les moyens. Parce qu'il ne le veut pas, sans doute. Parce que quand on dit que Amazon a voulu racheter Carrefour, notamment à la rentrée dernière, c'est sans doute la plus grosse connerie qu'on puisse proférer. Je vais vous dire pourquoi. Le capital de Carrefour est totalement ouvert. N'importe qui, demain, peut acheter Carrefour. Et la valeur de Carrefour en bourse est au plus bas. Donc celui qui veut se payer Carrefour, il le peut. Si Amazon ne l'a pas fait, c'est qu'il ne le voulait pas. Pourquoi ne le veut-il pas? Parce que racheter un distributeur français avec une grande part d'indépendants, de franchisés, d'affiliés, quand on est soi-même une boîte, je parle d'Amazon, avec une culture centralisatrice où, en appuyant sur un bouton à Seattle, tout descend partout dans le monde instantanément, ça ne va jamais s'acculturer. Et d'ailleurs, je remarque que la seule entreprise de vrai commerce
qu'Amazon a acheté, c'est une boîte aux États-Unis qui s'appelle Whole Foods, qui est elle-même extrêmement centralisée. Ça veut dire qu'il viendra peut-être faire ses emplettes en France, mais quand il les aura faites dans d'autres pays du monde avant. Celui qui conseillerait à Amazon de racheter Carrefour serait un très mauvais consultant. Et j'espère qu'il ne serait pas payé bien cher. Il me reste 2 sujets à voir avec vous. Le premier, parlons des agriculteurs. Est-ce que vous voulez matraquer les agriculteurs, vous, chez Lidl? Et je demanderai l'avis d'Olivier Dauvert derrière, donc attention. Ouais. Déjà, je pense que si je les matraquais, je ne serais pas sur le salon de l'agriculture avec un stand. Le problème des agriculteurs aujourd'hui, il est énorme. Aujourd'hui, quand on dit que 40% des éleveurs laitiers gagnent moins de 350 € par mois, enfin pardon, qui en France peut vivre avec ce salaire-là? Donc il faut soutenir le monde agricole, c'est pour ça que nous sommes là. On développe chez Lidl ce qu'on appelle des tripartites. Ça veut dire qu'on prend l'éleveur dans la discussion du prix. Pourquoi? Parce que la base de la construction d'un prix, c'est le coût de production d'un litre de lait, d'un kilo de porc, d'un kilo de bœuf. Aujourd'hui, ils ne couvrent pas leur coût de production. Donc on demande à l'éleveur dans la tripartite quel prix il te faut pour couvrir ton prix de production. 35, 36, 37 centimes du litre de lait, c'est ce qu'on va s'engager à lui payer. Et derrière, il faut qu'on trouve bien sûr l'industriel qui est d'accord de rentrer dans cette tripartite parce qu'il devient quelque part un prestataire de service. Bref. Donc on développe ces tripartites. Aujourd'hui, on a du lait équitable dans 1500 magasins, donc dans tous nos magasins de France. Par contre, dans le porc et dans le bœuf, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on est aussi au salon, pour rencontrer le monde de l'élevage. Par contre, je pense que sans l'aide des pouvoirs publics, nous n'y arriverons pas tout seuls. Et on continuera à chacun montrer ses muscles en disant c'est lui le fautif, c'est lui le fautif. Et le problème, c'est que l'éleveur reste la variable d'ajustement, ce qui est une catastrophe en soi. Donc, si les pouvoirs publics, et chapeau à ce qu'ils ont fait sur les 5 mois de travaux des États généraux de l'alimentation, bravo à ce gouvernement, mais maintenant, il y a un projet de loi qui est sorti qui n'est pas suffisant. Il faut des mesures fortes. Dans une loi, il faut des obligations. Une loi sans obligation n'est pas une loi. Donc il faut des mesures fortes, avec des obligations, des sanctions. Pourquoi pas mettre en place un prix minimum garanti pour les produits d'élevage? Et au moins, les éleveurs resteront dans leur ferme à faire leur job et surtout à vivre de leur métier, quoi. Olivier Dauvert, vous y croyez à ce monde merveilleux des États généraux de l'alimentation? On construit le prix depuis le producteur? Non. Je n'y crois pas pour une raison toute bête, c'est qu'on pourra toujours imposer que la base de la discussion soit le coût de production de l'éleveur français. Si j'ai besoin de filets de poulet pour un plat cuisiné, eh ben, j'irai l'acheter en Pologne. C'est aussi bête que ça. De temps en temps, un peu de bon sens dans l'analyse, au-delà de la politique, serait quand même bien utile. Moi, je pense qu'on ne sortira de cette situation que si on soutient les cours des matières premières agricoles françaises et que pour soutenir un cours d'une matière première, il faut soutenir la demande. Et si on veut réorienter une partie de la demande vers des produits d'origine France, il faut non seulement obliger à la transparence, mais ça on l'a déjà fait, mais obliger à la visibilité de la transparence. Quand on dit, et notamment sur des produits à base de lait ou à base de viande, que désormais il faut mettre l'origine, on le met où si le produit n'est pas français? On le met à l'arrière du packaging et en caractère 2 et écrit en gris sur noir, comme ça vous êtes peinard, personne ne le verra. Et il n'y a pas d'obligation et ça c'est une hypocrisie sans nom. Donc moi je milite pour que l'origine de la matière première, quelle qu'elle soit, française, polonaise, brésilienne, ukrainienne, j'en ai rien à faire, soit écrite en face avant du packaging et aussi grosse que la plus grosse promesse qui est elle-même sur le pack. Je prends le pari que le jour où le filet de poulet à la provençale sera filet de poulet polonais à la provençale et écrit aussi gros le mot à la provençale que le polonais. J'ai rien contre les paysans polonais, mais tant qu'à faire, je m'intéresse d'abord aux paysans français. Eh bien, je prends le pari, je vous mets mon billet sur la table, qu'on en vendra moins que si c'était du filet de poulet français. Et Lidl, il va faire quoi? Alors Lidl, il y a en 2000... Est-ce qu'il soutient déjà le fait qu'on oblige à afficher sur la face avant des packaging en aussi gros? La proposition Dauvert, on va l'appeler. Alors en 2016, Lidl a affiché sur le stand, on était déjà au salon de l'agriculture, on a affiché une pétition, on a lancé une pétition pour demander au pouvoir public de mettre en place une loi, exactement ce que vient de dire Olivier, de dire il faut... Parce que l'éleveur, il dit quoi? Aujourd'hui, on met tous, et il n'y a aucune obligation légale aujourd'hui, on dit jambon origine UE. Et les éleveurs, ils ont raison, UE n'est pas un pays. Donc il faut, je pense, aller... Et moi, j'ai aucun problème à écrire dessus jambon de Pologne ou jambon d'Allemagne. C'est le consommateur qui, une fois de plus, fera le choix. Et là où Olivier a raison, si le consommateur, demain, il décide de se tourner vers le français, tant mieux. Ça soutiendra la demande des industriels moi, j'ai pas de souci vers avec ça. la matière première parce agricole qu'aujourd'hui, française. il y a beaucoup d'industriels qui vous disent...
il n'y a pas suffisamment de coches en France, les porcs ne sont pas suffisamment gras pour vous faire du lardon français. Si on part dans ce principe-là, ce qu'on a demandé à travers une demande de réglementation, eh ben, il a raison. Je pense que les consommateurs se tourneront de plus en plus vers l'origine France. Messieurs, on pourra en parler toute la journée, mais malheureusement, toutes les bonnes émissions ont une fin, et celle-là aussi. Donc j'ai bien compris, la grande distribution, elle n'est pas du tout au bord de l'implosion. Il y aura encore beaucoup d'artificialisation des terres, certainement, par de nouvelles GMS. Merci beaucoup, merci à vous pour ce débat très, très libre. Et puis merci à vous, le public, d'avoir assisté à cette émission. Merci.